je vous disais que toutes ces petites et grandes bêtes ne sont pas vraiment mortes? C'est un peu flippant, hein? Ils sont vivants parce que chacun a sa petite histoire qui s'intègre dans la grande histoire du monde vivant, mais surtout parce que derrière chaque espèce se cache un naturaliste, un taxidermiste, un scientifique qui cherchent tous à percer les grands mystères de la vie au fil des ans. Et ça, c'est complètement fascinant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous emmener dans les coulisses de ce temple dédié à la vie, qu'est le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, qui fête cette année ses 150 ans. Au programme, des passionnés en tout genre du monde vivant et quelques découvertes inattendues, je vous préviens. Voilà aussi quelque chose de bien étonnant. C'est un pénis. Un os pénien. De quel animal? Un morse. Et on appelle ça un baculum. Autre ambiance avec Aline, qui va me plonger dans l'univers fascinant du petit peuple des insectes. Elle m'initiera au secret de son métier d'entomologiste qu'elle exerce au service des muséums de France. On va essayer de replacer l'épingle au même endroit. Sinon, ce soir, dans le jardin, discrètement, tu vas en chercher un autre. C'est ça. Et pour ceux qui rêvent encore des géants disparus, ouvrez grand vos oreilles. Denis, paléontologue au muséum, sait faire parler les vestiges des dinosaures comme personne. T'es sûr que c'est un œuf? Ouais. Il n'y a pas de doute? Il n'y a pas de doute, non. Mais avant de me perdre dans les galeries du muséum, laissez-moi vous présenter un lieu tenu secret. Une caverne d'Ali Baba cachée quelque part, bien à l'abri, hors de la ville. Dis donc, c'est hautement sécurisé ici. Oui, tout à fait. Et ça le nécessite parce qu'on a l'essentiel de nos collections. Donc, en plus de ce qu'on peut voir dans le centre-ville? Ça n'est rien par rapport à tout ce qu'il y a ici dans nos réserves. D'accord. Ça n'est qu'une infime partie de toutes nos collections. Ok. Eric est le responsable des collections en sciences de la vie, une sorte de gardien discret de ce véritable bestiaire sacré. Donc là, il y a une série de boîtes que je voulais te montrer, justement. C'est comme la bibliothèque, hein? Oui, c'est vrai. Et je voulais te montrer de très, très belles boîtes, notamment ce que les gens aiment beaucoup, ce sont les morphos. Oh là là, ouais. Mais ça, c'est tellement beau, ça. Exactement. Si on regarde à l'étiquette, ils nous viennent du Brésil. Chaque spécimen, normalement, doit rentrer avec son information, à savoir où et quand il a été prélevé dans la nature. Sans ça, il n'a aucun intérêt scientifique. Et donc on a aussi, là, c'est des papillons qui sont assez étonnants, qu'on appelle des hiboux. Tout simplement, ils présentent le visage du hibou. Si jamais le papillon se repose avec les ailes ouvertes comme ça, s'il voit un prédateur, il relève tout de suite les ailes. Et le prédateur va tomber d'un côté et de l'autre, il voit cette ocelle qui ressemble à un œil. Donc très vite, il va prendre peur et les quelques secondes suffisent au papillon à s'enfuir. C'est génial. Voilà. Je peux tirer une boîte au hasard? Allez, au hasard. Oh non, tu te refroidis. Allez, tu vas chauffer plutôt par là-bas, tu vas voir, descends un peu, tu vas voir. Attends, je prends une verte. Vas-y. C'est des criquets? Des grillons? C'est quoi? Exactement, on est sur des grillons. Des grillons? Ouais. Là, on arrive à la salle de zoologie. Ah oui. Oui, là, c'est la salle des merveilles. Alors là, on a un nouvel arrivage. Tiens, je pourrais te le montrer si tu veux. De poissons. Ah, c'est une coryphène. Ouais, on a un groupe de coryphènes ici, avec une orphie, rémora. Ah oui. Et là, on a un baliste. Ça, ce sont des animaux qui nous viennent d'un ichthyotaxidermiste. C'est un taxidermiste spécialisé dans les poissons. Ceux-là sont arrivés récemment et vont être présentés du coup dans le futur projet du muséum. Belle coryphène. N'est-ce pas, hein, le couple, Oui. monsieur et madame. On va les remettre ici. Hop. Et voilà. T'es condamné à rester là pour l'éternité. Oh, c'est gigantesque, franchement. Quand je vois le bison, là, on aurait pu se dire, bon, on le met tout droit, posé, en mode bibliothèque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça naturalisation. L'idée, c'est de rendre naturelles les choses et de les montrer dans leur posture que l'on pourrait observer dans la nature. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit que sur des montages anciens, il y a souvent des erreurs. Comme notamment, on a des loups qui ont l'habitude, lorsqu'ils veulent impressionner, retroussent les babines, montrent les dents,
Mais cette posture-là va aussi avec les oreilles qui vont vers l'arrière. Et oui. Sauf que souvent, on a les babines qui sont ouvertes et les oreilles vers l'avant. Ah oui. Donc là, on a une erreur au niveau du comportement. Ah, ça va pas. Les pièces les plus anciennes que tu as ici, elles datent de quelle époque? Alors, à ma connaissance, en tout cas sur la partie sciences de la vie, c'est un herbier de 1789 qui a été fait par un étudiant qui était à l'école royale de vétérinaire de Paris. C'est précieux là, parce que Exactement. 1789... C'est un très bel ouvrage, oui. Hop, voilà. Le fameux herbier en question. L'herbier tonnelier. Hop. Ah oui, là tu mets des gants. Ah oui, oui. Donc là, hop. J'ai l'impression que tu ouvres un vieux grimoire. Ouais. Il a commencé en 1789. Donc là, on voit c'est monsieur Tonnelier, élève de la dite école, donc l'école royale vétérinaire de Paris, qui est aujourd'hui l'école de Maison-Alfort. Donc là, on voit par exemple la bien connue mandragore, pour ceux qui aiment Harry Potter, donc on la voit ici. Ça commence direct par la mandragore. La mandragore. Les couleurs ont un peu passé quand même. Parce que... Ouais. Donc là, on est sur les rayonnages des oiseaux. Ah, les chouettes, elles sont énormes. Et donc ici, nous avons les pigeons migrateurs. C'est des espèces éteintes aujourd'hui. Ça? Ouais, et en fait, ils migraient entre le Canada et le nord du Mexique. Et il faut imaginer une population d'oiseaux qui se comptait en milliards d'individus, de 4 à 5 milliards, semble-t-il. D'accord. Et avec des migrations où c'était des flux entiers. L'État américain, en tout cas le fédéral, a dit, à un moment donné, ça suffit. Vous avez le droit de les chasser, puis à tant de têtes, vous aurez le droit à des primes. Et ça, c'est chasser. Si bien que dans la deuxième moitié du 19e, quasiment toute la population a disparu. Et le dernier spécimen est mort en 1914 dans le zoo de Cincinnati. Ah bon? Ouais, il a été décimé alors qu'il y avait des milliards d'individus. Et ça, c'est un des exemples, justement, de ces animaux complètement décimés par la cause exclusive de l'homme. Ouais, puis en très peu de temps. En très peu de temps. Donc c'est pour nous ici un écrin de ce qui disparaît. Si jamais nous n'avons pas les collections là, de ces oiseaux perdus, comment on pourrait faire pour les montrer, si ce n'est des illustrations sur papier? Parmi ces oiseaux naturalisés, certains ont peut-être croisé un jour le chemin de Jean-Jacques Audubon. Ce peintre naturaliste a passé son enfance à Couëron et il est encore aujourd'hui une véritable célébrité aux États-Unis grâce à son œuvre « Les oiseaux d'Amérique ». Au XIXe siècle, il a parcouru le Nouveau Monde de long en large pour réaliser le portrait de plusieurs centaines d'oiseaux. Un témoignage très précieux pour les ornithologues qui a fait de lui une figure inspirante pour les protecteurs de la nature. Aujourd'hui, c'est un autre amoureux des oiseaux et de la peinture qui vient s'installer dans le Marais où la passion d'Audubon est née et il aime marcher sur ses traces. Bonjour. Comment ça va? Ici, ça peut aller que bien. Mais oui, c'est tellement paisible. Voilà. Oh, comme c'est agréable. Il manque juste de temps en temps, mais il faut attendre un petit peu le caquettement Des cigognes? des cigognes quand elles Je vois que le nid est s'accueillent, juste là. qu'elles manifestent le plaisir de se retrouver. Bon, là, on est dans les marais du célèbre Jean-Jacques Audubon, Voilà. que vous connaissez absolument par cœur, sous toutes les coutures. Disons que c'est un personnage qui m'a bien occupé pendant une vingtaine d'années. Ouais. Voilà. Bon, il a dû gambader cheval, par là, charrette. en tant que petit garçon. En tout cas, c'est quand même un sacré terrain de jeu, là. Ça, c'est clair. Ouais, une espèce de Tom Sawyer des marais. Voilà. Ouais. À remplir les poches des œufs, des plumes. Et on sait si, déjà petit, il avait papier-crayon dans la poche et... Sur le plan de la capacité d'observation, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement pointu. Et ça, je pense que dès son enfance, il devait comme ça avoir une capacité à observer. Peut-être aussi qu'à l'époque, les oiseaux étaient un peu moins farouches.
qu'on garde de son œuvre, c'est qu'il a énormément dessiné les oiseaux d'ici et des États-Unis. Après, sa vie, il l'a vouée à l'Amérique et aux oiseaux d'Amérique. Hein. Surtout. Parce que quand il est reparti là-bas en 1806, il n'est plus jamais revenu à Couëron. Et vous, comment vous tombez un jour sur les gravures d'Audubon? Alors en fait, c'est venu plus quand j'ai fait des études à l'université. Petit à petit, j'ai fait des balades par ici. Et puis j'ai eu envie d'aller découvrir les paysages, les oiseaux qu'il avait peints en Amérique. Et donc voilà une belle histoire. Ouais, alors moi je papote et je sais pas du tout. Ah, mais ça c'est bien. Prendre le temps d'observer pour mieux comprendre et protéger, c'est une des clés des amoureux du vivant. Si Audubon s'émerveillait devant les oiseaux, Aline, elle, préfère le monde des tout-petits, ceux que l'on ne voit presque pas et qui pourtant ont une importance primordiale, les insectes. Près du parc de la Brière, cette entomologiste est en pleine séance d'observation avec Alain, son mentor. Donc là, on a une petite casside. Donc tu vois, elle se met toute verte, puis elle se met à plat sur les plantes. Donc elle est bien camouflée, bien elle. camouflée, Ouais. elle reste immobile, etc. Celle-ci, elle va servir, elle va rentrer en collection. Donc là, Donc celle-là, aujourd'hui, tu la tues, tu la gardes. c'est ça. On va la tuer, on va la garder et on va la mettre. Ça sera une preuve scientifique. Si dans 30 ans ou 50 ans, on s'est bourré, et ben ils pourront toujours la réidentifier. C'est ça le problème qu'on a avec les photos. Si on ramasse pas l'espèce, si on prend une photo, Et oui. dans 50 ans, on peut pas revenir. Bah, dessus. oui. Voilà. Ou alors on peut pas même pas faire de prélèvement ADN en fait. Et alors pourquoi elle, tu décides de la rentrer en collection et pas, je sais pas moi, une mouche ou une coccinelle sur laquelle on pourrait tomber? Alors on va prélever les spécimens de familles qu'on sait identifier. Faut que tu sois certaine de ce que Ah c'est. oui, il faut que ça pour serve. pouvoir, On ne tue pas pour rien. Enfin, D'accord. c'est hors de question. Bah C'est oui, totalement hors de question. Donc on prélève pas beaucoup. Si on a 50, on va pas prélever les 50, on en prélève un petit peu. D'accord. Mais voilà. Donc si on connaît un collègue qui fait les punaises, ou voilà, on va prélever pour lui et puis on va lui envoyer parce qu'on sait que derrière il va s'en occuper. Ah oui, d'accord, ok. Alors regarde donc ce que tu as attrapé. Déjà? Ah, ouais, c'est déjà pas mal de monde. Là, tu vois, il y a un cousin qui s'en va. Famille de cousins. Hop, petit coléoptère, petite mouche là. Un joli petit coléoptère. Ouais, jolie celle-là. Ouais, c'est beau. Elles ont un sacré nez devant là, c'est pour aller dans les fleurs? Ouais. C'est vraiment le Voilà. monde du minuscule, c'est ça qui est génial. Moi, je me retrouve dans une prairie comme ça, je rajeunis, je perds, je perds 25 ans. Parce que c'est un truc que tu as depuis toute petite? Oui, c'est ça. Que de Ouais. passer tes journées le nez. C'est mon école, c'est plutôt de me poser, d'observer. Et puis en fait, on se rend compte qu'en s'asseyant, on peut observer déjà 10 000 choses. Donc, Mais oui, voilà. si on prend le temps. Et c'est souvent ce que je dis, protéger l'environnement, ça, en fait, c'est juste rien faire. Donc des fois, s'asseoir et regarder, c'est bien. On va réveiller toute la prairie. Et ici, en Loire-Atlantique, comment se porte la population d'insectes? Oh, c'est pas l'idéal. Bah oui, comme partout, Voilà, quoi. puis on a beaucoup d'industries. Toi, tu vois, depuis que tu étudies les insectes, tu vois une évolution? Oui, oui, bien sûr. Quand plus jeune, je me promenais dans une prairie comme celle-ci et ça volait énormément. Ouais. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rétablir un peu la donne? Je pense qu'il faut repartir de zéro, qu'il faut se réintéresser à la nature, tout simplement. Et puis qu'on observe en fait ce qu'il y a autour de nous et se dire que ça nous aide. C'est pas là pour nous embêter, il ne faut pas aller contre. Une autre partie du travail d'Aline nécessite discipline et minutie. Il consiste à entretenir ou restaurer des collections d'insectes parfois très anciennes. Alors, c'est ça l'objet du travail du moment. Donc on va regarder d'abord l'état de la boîte, après on va s'approcher plus près des insectes. Et les insectes, ça prend en considération
l'insecte en lui-même, mais aussi l'épingle, puisque l'épingle transperce l'insecte. Si les insectes sont un peu abîmés, tu dois les, je sais pas, les restaurer, recoller des ailes, tout ça. C'est de la restauration. Alors là, on n'a pas de problème d'ailes. Je crois qu'il y a un abdomen qui est tombé ici. Celui-là aussi, il est cassé, ouais. Le hic, quand on fait ce genre de choses, c'est qu'il faut connaître l'histoire de la collection. Ce sont des spécimens anciens. On voit des étiquettes beaucoup plus anciennes qui sont un peu plus marrons. Ouais, avec, les petites, là. Donc les papillons, ils datent de cette époque-là aussi? C'est ça. Donc les plus anciens avec les étiquettes, c'est 1890, 1920, entre cette période-là. Ok. Et là, tu as l'odeur qui arrive. Oui. Ah oui, effectivement, ça sent quoi? La naphtaline? C'est ça. Donc on va mettre en sécurité l'étiquette, déjà. On va enlever l'étiquette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qu'on appelle vulgairement, en tout cas, le petit verre de gris. Puis si ça vient pas, ben tant pis, on laisse. En restauration, si on peut pas intervenir, si on met en danger l'œuvre en essayant de le restaurer, on arrête. Après, bien, il y a différentes façons de faire, mais on va essayer de faire celle qui est la moins interventionniste. C'est l'épingle qui rend l'âme avant. Ah ouais. C'est l'épingle. C'est l'épingle qui lâche avant le papillon. Je le tiens, lui. J'ai entendu un scrunch. Non, c'est l'épingle qui lâche, on va la couper. Ok. Naturellement, t'es quelqu'un de patient et délicat? Parce que là, il faut quand même... C'est bon si on demande à mes enfants ou... Non, mais je te vois faire là avec les insectes. T'es effectivement hyper délicate et minutieuse, quoi. Ça impose ça. Ouais, oui. Ça commence à devenir un peu médical, là. C'est un peu Oui, fort. à un moment donné, il va falloir que ça parte, cette épingle. C'est que la réaction est déjà trop importante à l'intérieur. Tu vois. Oui. Donc en fait, ce que je suis en train de tirer, c'est il y a une boule dans le papillon déjà. Oui. Donc on va voir ce qu'on peut faire et puis on recollera. Mais oui, ça détruit le truc. Donc après, je vais remettre une épingle et remettre le papillon resserré pour qu'il ait vraiment une bonne tête. Ok. Donc là, tu vas faire ça? Tu vas recoller? Si on a du temps, oui. Sinon, ce soir, dans le jardin, discrètement, tu vas en chercher un autre. C'est ça. Non, ça, en théorie, oui, en pratique. Non. Bon, Ok. voilà. Le pauvre, il a souffert. Après, là, la donnée, elle est complète, en fait. Oui. Là, non, c'est pas mal, franchement. Ok, écoute, c'est reparti pour 100 ans, alors. J'espère. Ah oui? Certains de ces spécimens, chouchoutés par Aline, seront peut-être un jour exposés au Muséum de Nantes. And a pair of legs that opened up like butterfly wings. And a mad dog who wouldn't sit still. The wedding took up with a Salvation Army band girl. Played dirty water from a swordfish trombone. Ça, c'est génial. C'est un quetzal, c'est un peu l'oiseau emblématique du Guatemala. J'en ai vu dans les forêts, mais jamais d'aussi près. Et là, c'est génial de pouvoir l'observer. Parmi toutes les créatures croisées au muséum, il y en a certaines qui posent quand même question. C'est pas un peu trop gros pour être vrai, ça, non? Effectivement, c'est le résultat du travail de Thierry, qui est mouleur maquettiste et maîtrise l'art d'imaginer l'inconnu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Et bien là, je suis sur une reconstitution d'ammonites. En paléontologie, on trouve souvent la coquille, Ouais. mais par contre, on n'a aucune trace des parties molles. Et donc, moi, j'interviens en fait pour reconstituer des espèces qui sont disparues. Mais il y a toujours une petite part de hasard, malgré tout, ou d'interprétation. Mais bon, ça, c'est le... C'est le jeu, hein? C'est le jeu. Ouais, exactement. bah oui. Ça se travaille comme une pâte à modeler de grand garçon. Et ça, c'est un moulage derrière, là. Là, oui. Donc, ce que je suis en train de réaliser, c'est un prototype, un master. Oui. Et ce master va être ensuite moulé pour avoir la pièce vraiment définitive. Pour être reproduit. Voilà, tout à D'accord. fait. C'est chouette de pouvoir redonner vie à des espèces comme ça. Oui, ça fait partie d'une petite part de magie. Pour le public aussi, des choses qui sont quand même un petit peu inconnues pour le public. Bah oui, oui.
Si les bestioles de Thierry me paraissaient démesurément grandes, alors que penser de la passion de Denis ? Géologue au muséum, il s'intéresse aux fossiles et plus particulièrement à ceux des colosses disparus. Ah, c'est carrément un nid entier. C'est ça, voilà. Souvent, la fossilisation écrabouille un peu tous les... surtout des œufs. Surtout en œuf, Voilà. c'est étonnant qu'ils ne se soient pas cassés. Ouais. Et là, c'est en plus un échantillon qui a été très peu travaillé. Alors évidemment, dégagé, nettoyé sur le dessus. Et donc là, on est sur une origine française, hein, on est dans l'Hérault. Donc en fait, en France, des dinosaures, on a des traces qui sont encore plus proches de chez nous. Hein, donc en fait, sur la plage du Veillon. En fait, on a retrouvé des empreintes de dinosaures fossilisées. Et en plus, c'est magique parce que c'est pas juste des empreintes tridactyles isolées, mais en plus, on a des pistes. C'est-à-dire qu'on voit en fait les pas. Oui, quand tu dis tridactyle, c'est les 3 doigts. C'est les 3 doigts, exactement. Voit. On peut même aller plus loin. Hein. On voit ici la griffe, et puis aussi on voit se dessiner les coussinets. Ah ouais. Le Veillon, c'est un peu énigmatique parce qu'on a retrouvé des empreintes de dinos, mais on n'a jamais trouvé de restes. Donc du coup, quand un musée veut se procurer un squelette pour pouvoir partager les connaissances au public, comment il fait ? Faut aller chercher. Oui. Et l'un des meilleurs endroits pour dénicher un véritable squelette de dinosaure se trouve au cœur du Wyoming, aux États-Unis. Depuis l'été 2024, Denis et ses collègues grattent patiemment la terre à la recherche des os dispersés d'un géant d'un autre temps. Leur ambition, reconstituer un spécimen qui inaugurera le nouveau muséum en 2029. Un musée d'histoire naturelle sans un dinosaure, c'est quand même pas un musée d'histoire naturelle. Ça craint. Ça craint. Donc il faut quand même quelque chose qui marque un peu les esprits. On l'achète au prix du marché. Là... on n'a pas le budget. On n'a pas le budget. Par contre, l'autre option, c'est d'aller sur place. Il n'y a pas 36 lieux dans le monde où on peut chercher un dinosaure. Tout le long de cette Morrison Formation, il y a des zones, des sites à dinosaures, et ça s'étend sur 1500 km. Ah oui, il y a des zones qui ça fait beaucoup d'endroits où fouiller quand même. Ouais. Donc techniquement, vous vous y prenez comment sur place là ? Donc en fait, la première étape, ça a été de sonder. Alors on sonde avec une pelleteuse mécanique. Hein, ah oui, donc on n'est pas dans la délicatesse au début. Non, pas du tout. Et en fait, il s'est tout de suite arrêté parce qu'on a vu un os émerger. Et évidemment, on ne parle plus de pelleteuse mécanique, hein, et là, on va se rabattre sur des outils un peu plus délicats. Donc, on a le marteau, on a la pioche, on a la pelle, et puis on va même jusqu'à utiliser le couteau à huître, voilà, parce que c'est l'outil qui est vraiment le plus approprié pour se rapprocher. Voilà, parce qu'en fait, il ne faut pas dégrader l'os, il faut s'en approcher au maximum sans le dégager, vraiment le laisser dans sa gangue au maximum. Ah, en fait, vous ne déterrez pas en entier ? Il ne faut pas, l'os va très vite se dégrader. D'accord. Là, on serait chez le Camarasaurus. Voilà, donc c'est plutôt un petit. Et là, en plus, ce serait un individu, étant donné la taille de ses os, un individu juvénile. Voilà. Ah, et ça vous va de ramener un petit dino ? Après, il faut le mettre dans le musée quand même. Et oui. Parce que le musée, il va être agrandi, mais il ne va pas être agrandi non plus en longueur. D'accord. Donc, avoir la queue dans le jardin puis la tête rue Voltaire, c'est pas terrible. C'est un travail titanesque qui les attend. Car après avoir été sorti de terre, chaque petit ossement sera rapatrié en laboratoire pour être nettoyé, analysé et restauré pour pouvoir enfin rassembler le squelette de cette créature vieille de plusieurs millions d'années. Moi, je n'aurais pas la patience d'attendre, mais j'aimerais quand même bien savoir à quoi ressemblait ce dino. Ce serait ce dinosaure-là, un camarasaure juvénile, donc plutôt de cette taille-là, donc entre 7 et 8 mètres peut-être. Waouh.